Alors, le type de violence que j'avais, quand je me rends compte que c'est un pervers narcissique, en fait, je me rends compte qu'il est beaucoup dans la manipulation. Quand je dis la manipulation, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un train de vie de débauche. Il aime vivre le jour le jour. C'est quelqu'un qui n'a pas le sens des responsabilités et en réalité, je suis celle qui lui permet de pouvoir avoir la vie qu'il veut. Parce que moi, je maintiens. En gros, je fais son rôle de mari. C'est-à-dire que c'est moi que la charge est sur moi. C'est moi, je pars travailler. Si lui, il travaille pas, c'est pas grave. La maison elle continue de rouler. Parce que la charge, le salaire sur lequel on dépense, c'est le mien. D'accord? La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la maison, en fait, même s'il y a quelque chose qui se casse, c'est moi qui va payer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est moi qui va gérer. S'il y a des problèmes administratifs, c'est moi qui va gérer. Donc en fait, tout dépend de moi, de mon argent, de mon énergie. Et en fait, je ne suis pas consciente parce que c'est lui qui est dans ma tête. C'est lui qui me dit, si la maison elle roule, c'est toi. Si la maison elle roule pas, c'est toi. Donc en fait, c'est toi l'homme. Normalement, il me dit pas c'est toi l'homme, mais il me dit c'est toi qui es la responsable. Une bonne femme, si une femme elle veut être au paradis, si une femme elle veut aller, elle veut avoir la bénédiction de son mari, l'islam, toujours ramener la religion pour te faire accepter les conditions. Donc c'est-à-dire qu'en fait, même quand moi j'ai envie de partir, exemple, en vacances avec des amis, j'en avais peu déjà, mais quand j'ai envie de partir en vacances, il te dit non, tu dois accepter mon autorité. Donc si je ne veux pas, si tu pars derrière mon dos, tu auras ma malédiction. Donc c'est beaucoup de manipulation par la religion. Énormément. Quand je suis fâché et que je ne vais pas bien, genre le gars m'a parlé mal, il m'a insulté mal. Qui a envie d'avoir des rapports sexuels quand ton mari te parle mal? Il te dit que t'es une merde. T'as envie d'avoir des rapports? Non. Maintenant, quand on va rentrer dans la chambre, il va dire si on fait pas l'amour, eh ben en fait, t'es maudite. Parce qu'en islam, t'as pas le droit de me refuser le rapport. Donc en fait, là, tu commences à avoir des rapports contre tu vois. Donc, limite, des fois, je me pose la question si c'est pas un viol, tu vois. Mais bon, je vais pas exagérer parce que à la fin, j'ai accepté et bon, t'as compris. Mais tu vois, on rentre même dans la question. Ça, tu te poses même la question, tu vois, à un moment. Parce que c'est de la manipulation. Et c'est toujours du chantage. Et il était beaucoup dans le côté propreté. Et en fait, il avait compris ma faille. Moi, j'étais quelqu'un de très négligé, même chez mon père. J'étais quelqu'un de... Je demande rien. C'est-à-dire, ma mère, je te jure, Fanel, j'étais le genre d'enfant. Il fallait qu'elle se rende compte que ma chaussure est cassée pour que je lui dise, maman, ma chaussure est cassée. Vraiment, s'il y avait quelqu'un qui déchargeait son parent, en fait, j'étais un enfant comme ça. Je voulais pas être un poids pour mes parents. Même quand j'étais chez mon père, je voulais pas être un poids. Et c'est ce que j'ai toujours été. Donc ça veut dire, en fait, même au détriment de mon épanouissement, même au détriment de moi, tu vois. Et donc, en fait, lui, il avait compris ça. Et c'est quelqu'un, c'est pour ça que ça, c'est un conseil que je donnerais à toutes les mamans qui donnent leur fille en mariage. Évitez de dire des méchancetés à votre beau-fils ou à votre belle-fille, hein, ça peut être dans les deux sens. Et en fait, lui, cet homme-là, on l'avait beaucoup dit, Gundo, donc Fatoumata, elle est bête. C'est une fille qui est très stupide, qui est très bête, et elle est sale. Parce qu'à l'époque, je me rappelle ma tante, quand elle me disait, j'avais 14 ans, hein, quand elle me disait de faire la vaisselle, elle avait toujours le réflexe de mettre sa main dans les bols pour voir s'il y avait encore l'huile. Et comme je ne lavais pas bien les assiettes, elle me disait, fais attention, elle là, elle est sale. Et ça, c'est resté dans la tête de ce monsieur. Donc ça veut dire, tu t'imagines, 14 ans, tu vas dans un foyer, tu sais gérer quelle maison? Tu sais gérer quel foyer? Qu'est-ce que tu sais qu'il faut changer le drap tous les 2 jours? Tu ne connais pas ça. Donc en fait, j'apprends les choses sur le tas. C'est lui qui m'apprend. En fait, il me fait vraiment ma formation du mariage. Tu vois, il n'est pas en tant que mari, il est en tant que formateur à ce moment-là. Tu vois, une bonne femme, elle est comme ci, une bonne femme, elle est comme ça. Donc en fait, j'apprends à faire le ménage comme lui, il me dit de le faire. Et c'est quelqu'un qui était très propre, très soigné, qui fait très attention à son apparence. Je te dis, c'est un mec, il mettait pas la crème comme ça. Lui, il met la crème jusqu'à il brille. C'est le genre de mec, le parfum, il te met jusqu'à tu as mal non. Ça, là, il rigolait pas avec ça, tu vois. Donc, en fait, il me fait vraiment cette formation-là de la propreté. Et en fait, à chaque fois, quand c'est pas fait comme lui, il me disait, tu es sale. Donc, c'est quelque chose qui reste dans ma tête et qui me crée des troubles. Ça veut dire qu'en fait, au fur et à mesure, ça devient comme un challenge pour moi. Ça veut dire que avant de partir travailler, je n'étais pas forcément dans l'arrangement de la maison le matin, mais dès que je reviens du travail, je termine le travail à 17h30, je récupère mon enfant à 18h30, je rentre à la maison, je retourne la maison, à part la chambre, parce que j'avais déjà fait la chambre, je retourne la maison. Et dès qu'il rentrait du travail, donc je le récupérais à la gare, parce qu'il travaillait sur Paris, je le récupère à la gare, le temps de remonter, donc entre la préparation de la nourriture et la maison, quand il remonte, c'est comme s'il regardait la maison au peigne fin.
C'est-à-dire, il regardait la maison en mode laisse tomber, détecteur. Et donc, en fait, c'était le genre de personne, il gagnait beaucoup, ça lui procurait beaucoup de joie de me dire que tu es une femme sale, tu vois. Et il me disait, tu me dégoûtes, tu es une femme sale, aucun homme voudra de toi parce que tu es sale. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup traumatisée. Donc, en fait, j'ai développé beaucoup de troubles, même maintenant, je les ai encore. Ça veut dire que même quand je mange, je laisse des miettes, il faut que je les nettoie. Si je n'ai pas nettoyé, c'est comme si ça revient en moi, ça, tu vois. Et ça, c'est un truc que je me bats jusqu'à maintenant pour casser ce trouble-là. C'est-à-dire qu'il a laissé plein de trucs comme ça. Pareil, c'était quelqu'un qui faisait des fixations sur les murs. Donc on mettait toujours le papier peint, on ne mettait pas de peinture. Toujours le papier peint, et dès qu'il y avait des taches dans le papier peint, on les enlevait. On avait une fille, hein, et crois-moi, elle ne s'amusait pas à écrire sur les murs. Mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de troubles en fait par rapport à ça, par rapport à la propreté. Donc en fait, c'était par là qu'il se procurait beaucoup sa joie de me salir, de me démonter, tu vois. Si tu t'amusais à renverser de l'eau sur la moquette, ben, il pouvait me frapper pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une phobie des tapis. Moi, je ne peux pas mettre de tapis dans ma maison. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est terrible ce qu'il m'a fait. Il m'a vraiment maltraité. Quand je te dis il m'a maltraité ce gars. Il m'a vraiment maltraité. Et je suis une fille asthmatique de base. Donc ça veut dire qu'où on habitait, il y avait beaucoup d'humidité. Et à plusieurs reprises, je lui ai dit, viens, on déménage. Parce que l'humidité dans cette maison était très élevé, tu vois. Mais non, c'est quelqu'un qui préférait plutôt enlever le papier peint, refaire un nouveau papier, alors que ça n'avait rien à voir. C'était la maison qui était mal isolée. Mais c'était des choses, en fait, il ne prenait pas en compte les besoins mes besoins. Il n'a jamais pris en compte mes besoins, il a toujours pris en compte ses besoins, tu vois. Donc, pour la propreté, tout ça et tout, c'est quelque chose qui m'a beaucoup traumatisé et qui a joué beaucoup dans mon manque de confiance en soi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup même, Fadel. Donc, Et le côté violence physique, ça n'a pas si joué que ça. ah si, mais plus la violence psychologique. La violence physique, c'était au moment où, en fait, quand je dis non, je suis pas d'accord, et qu'il veut coûte que coûte que je décide, qu'il veut coûte que coûte que j'aille dans son sens. Exemple, j'ai vécu exemple de la violence tous les mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est une fois dans l'année. Donc, à chaque période de Ramadan, c'était une période où je savais que j'allais prendre des coups. Je me rappelle, j'appelais ma mère, j'appelais mes amis. Je disais, bon, préparez-vous, je vais vous appeler, on va me frapper. J'en riais, en fait. Je mettais beaucoup les choses dans l'autodérision, à chaque fois, pour essayer de passer la chose dans ma tête, tu vois. Pour ne pas prendre conscience de la gravité des choses, tu vois. Et donc, en fait, à chaque Ramadan, il faisait quoi? Il voulait que, tu vois, nous, exemple, la coupure du Ramadan, exemple, c'est à 20h. Ben, lui, il voulait que tout soit placé sur la table à 19h. Il avait beaucoup de troubles, en fait, tu vois. Et donc, si je n'avais pas placé tout sur la table à 19h, ben, il pétait un câble. En réalité, c'était quelqu'un qui ne supportait pas la faim. Il ne supportait pas, tu vois. Et donc, quand je faisais pas ça, ben, le mec, il te pète un blanc. Il te bat, mais quand je te dis il te bat, c'est des patates, des gifles, tu comprends pas. Tu commences à crier. Et ce que j'ai compris, ce qui est un truc qui me choque, c'est que les voisins ne se déplacent pas. Je te dis, ma voisine n'a jamais tapé à la porte pour savoir qu'est-ce qui se passe. N'a jamais appelé la police. Jamais. Et c'est là que tu comprends que l'endroit où tu vis, ça joue beaucoup. On habite dans un quartier, il y avait beaucoup de violence conjugale. Donc en fait, c'est pas choquant. Les gens, ils entendaient ça et ils disaient rien. En haut, en bas. Des fois, je me rappelle quand ils me battaient, je prenais un couteau pour me défendre quand même et je cavalais dehors sans chaussures. Je cavalais comme ça dehors là, pour aller cacher ma belle-sœur parce qu'elle habitait à 10-15 minutes de chez nous. J'étais avec un couteau. Les gens restaient tranquilles. Hein. Ils me voyaient comme ça, tranquille. Peace. Peace. Je me rappelle ma belle-sœur plusieurs reprises, elle me disait pose le couteau. Je dis non, il va me tuer. Si je pose le couteau, il va me tuer. À plusieurs reprises, elle m'avait avec des couteaux, elle n'a jamais rien dit. Elle n'a jamais rien dit. Et à la fin même de cette relation, je dormais même avec des couteaux, Fanel. Je dormais avec des couteaux, il y avait mes bébés, parce que j'avais 2 bébés à l'époque. Je dormais avec des bébés et je dormais avec un couteau. Ouais, Parce que tu as eu deux enfants. collé. Donc en fait, à la fin de cette... Non, parce que mes 2 enfants, les 2 dernières, elles ont 1 an d'écart. Donc ils sont collés, quoi. Ils ont 1 an d'écart. Donc à la fin de cette relation, je dormais avec des couteaux. Tellement pour me défendre. C'est-à-dire, je peux pas me... parce que le problème, c'est que j'étais dans un environnement où on te dit ne va pas porter plainte. Si tu portes plainte contre ton mari, ta relation va terminer. Mais en réalité, si je le laisse me battre, il va me tuer, en fait. Tu vois? Donc, en fait, tu comprends pas le mood, en fait. C'est non, 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 il a le droit de te taper. Et puis, s'il te tape, on va s'asseoir autour d'une table, on va en discuter. Et en fait, à la fin, c'est toujours lui qui gagnait. C'est-à-dire, même les gens, ils se rendaient compte qu'il était méchant. Non, Fanel, tu peux pas comprendre. C'est-à-dire, les gens, que ce soit ma mère, que ce soit ma belle-sœur, que ce soit mes tantes,
il voyait que c'était lui qui était méchant et qu'il n'est pas normal. Non, mais il est ton mari. À combien de fois on m'a dit, va chercher un seau, tu sais, nous, chez nous, là, on fait comme en Afrique, va chercher un seau, tu mets de l'eau, tu poses sous ses pieds, et puis tu lui mets ses pieds, tu lui demandes pardon. Combien de fois on m'a fait faire ça? Le mec t'a battu, t'a frappé, alors qu'il est incompétent, il ne peut pas être un bon mari, il n'est pas un bon pourvoyeur, mais c'est toi qui vas lui demander pardon, et puis tu ramènes la bassine pour qu'il te lui masse les pieds pour lui demander pardon. C'est-à-dire qu'on t'éteint. Tu ne peux pas avoir confiance en toi dans cette communauté. Tu ne peux pas t'aimer, tu ne peux pas te respecter. Parce que même quand tu veux t'affirmer, on t'éteint. Lui t'éteint et en plus de ça, il a le soutien. J'ai eu même des oncles qui se sont disputés avec lui pour lui dire d'arrêter de me maltraiter. Mais quand même, dans un autre sens, mes oncles me disaient, ma fille ne va pas porter plainte. Alors qu'en réalité, ça fait des années que j'aurais dû porter plainte parce qu'il n'y a que comme ça que j'ai pu me sauver en fait. Il n'y a que comme ça. Et quand j'expliquais, c'est comme si en gros, t'es marié, t'es condamné. T'es marié, t'es condamné. Je ne sais pas comment t'expliquer ce truc, quoi, mais... Ne comprenaient pas. Pour eux, c'était normal. Oui, ils ont banalisé ça parce que, comme je te... Jamais. J'arrive même pas à comprendre comment elle a pu supporter autant de temps. Je ne sais même pas comment elle a pu entendre que quand je l'appelais et que je lui disais, maman, il va me taper. C'est pas il m'a tapé, il va me taper. C'est-à-dire je savais déjà en avance quand, à quel moment il va me taper. Je le connaissais par cœur. Parce que c'est quelqu'un, il ne savait pas gérer ses émotions. Dès qu'il pète un câble et qu'il voit que je ne suis plus dans le contrôle, il me bat. Et je ne peux pas t'expliquer combien de fois il a tout fait pour que je me fasse virer. En fait, il avait compris que mon indépendance, je la trouvais beaucoup dans mon travail. Parce que le travail, ça me faisait gagner confiance en moi. Tu vois, le fait d'être recommandé, le fait qu'on me te dise non, Fatou, on veut d'elle, elle travaille trop bien là-bas, elle excelle là-bas. Le fait que tu vois, le travail, ça te fait gagner confiance en toi. En plus, tu as ton argent. Il avait capté ça. Donc, en fait, c'est comme si lui aussi, il avait capté que mon travail, ça ne l'arrangeait pas. En mode, elle ramène de l'argent, moi, ça me permet de moins participer à la maison. Mais en même temps, elle, ça lui donne trop d'opportunités. Donc, il voyait aussi que dans mon lieu de travail, il y avait des hommes quand même qui s'approchaient de moi. Donc, quand il avait entendu qu'un certain collègue qui m'aimait bien, hein, il m'a battu pour ça. En pensant que je l'avais trompé, alors que je ne l'avais jamais trompé avec ce monsieur. Je ne l'ai jamais trompé. Jamais. J'ai eu des prétendants pendant ce mariage, mais jamais, jamais, j'ai même pas eu de prétendants. C'est-à-dire, il y a eu des hommes qui sont venus vers moi. Attends, lui, il te trompait. Mais bien correctement. Et par rapport à l'épisode de ta fille à l'aéroport, Ma fille à l'aéroport, tu peux revenir dessus. ouais, c'était hors caméra. En fait, ça, c'était... Je vais avancer un petit peu. Donc, pendant toute cette période-là de bordel, à un moment, je cède. J'accepte de faire un autre enfant parce que c'est ma fille qui me dit, maman, j'ai envie d'avoir des frères et sœurs. Je m'ennuie beaucoup. À ce moment-là, ma fille, elle a plus de 4 ans et je sais qu'aussi elle est victime de manipulation par son père parce qu'il avait compris que j'arrivais à un âge, j'étais entre 25 et 26 ans, j'ai envie de partir, j'arrive pas à partir et j'ai envie de divorcer, mais tu vois, je calcule beaucoup de choses avant de divorcer. Et je lui dis, tu vois, je lui dis à plusieurs reprises, je vais divorcer, tu vois, je vais divorcer, je vais partir, je vais divorcer. Mais, tu vois, je reste quand même, mais je ne peux pas partir, mais j'ai envie de divorcer. Et donc, en fait, il est beaucoup dans la pression de faire un deuxième enfant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à ce moment-là, il y a aussi mon entourage proche. Mes cousines, mes tantes qui me disent, tu comprends, c'est pas normal. Ça fait déjà plus de 7 ans, 8 ans que tu es mariée, t'as pas d'enfant avec lui, c'est pas normal. Ça fait plus de 10 ans, voilà. Ça fait 10 ans que non, 9, 10 ans, ouais. T'es mariée, comment ça se fait que t'as qu'un enfant avec lui? C'est pas comme ça dans notre coutume, il faut faire des enfants. Mais moi, je leur disais toujours, on n'a pas les moyens. On n'a pas de moyens. Un enfant, c'est avec de l'argent. Lui, il n'arrive même pas à subvenir aux besoins de la première. C'est quelqu'un qui part au bled tous les 2 ans, tu vois. Donc, quand j'expliquais ça aux gens, c'est comme si c'était moi la folle, tu vois. C'est moi qui est consciente, mais je ne comprends pas. Je me dis, mais on est dans... Non, mais il y a la CAF. Ouais, mais la CAF, c'est une petite... Ouais, mais toi, tu en as une. C'est parce que tu n'as pas de CAF. C'est pour ça que tu penses comme ça. Mais si tu en as 2, tu vas avoir des APL. Tu vois, me mettez des systèmes de... Putain de merde, de pauvres, quand je repense. Des systèmes de merde qui te rendent encore plus dans la pauvreté. Parce que quand tu touches de la CAF, c'est que tu n'as pas beaucoup de moyens à la base. Tu vois, ça, il faut qu'on se dise la vérité. Et donc, en fait, il me disait, non, mais t'inquiète pas, tu vas avoir les APL, des trucs de merde. Alors qu'en fait, non, c'est pas les APL, c'est pas l'aide de la CAF qui va me permettre d'habiller mon enfant. Ça, c'est un complément, en fait. Lui, il peut pas m'aider. Lui, il peut pas. Et même émotionnellement, il peut pas, tu vois. Et donc, je rentre dans ce système-là. C'est comme ça que je décide de faire un enfant. Pendant cette période-là, j'ai mis 2 ans avant de tomber enceinte, puisque j'arrive pas à tomber enceinte, tu vois. Et j'ai beaucoup de pression par lui, insultes, moqueries, de la communauté, de lui, tu vois, beaucoup, beaucoup,
beaucoup trop de pression pour rien quand je repense. Et en fin de compte, je tombe enceinte. Et quand j'ai ma deuxième fille, je te raconte pas même comment il a pu me traiter pendant la grossesse. On va essayer de s'abstenir de tout ça, hein, parce qu'il y a toujours de la violence, il y a toujours de la maltraitance. Je suis enceinte, je pars quand même travailler, malgré que j'ai des insomnies, malgré que c'est dur une grossesse, je pars quand même travailler. Le gars me traite toujours comme une servante, quoi, tu vois, dans la maison. Et bref, donc j'accouche. Et deuxième grossesse, le gars, comme d'habitude, il vient à la dernière minute. Il me voit en train d'accoucher. Il a aucune. En fait, c'est très bizarre, mais à l'accouchement de ma deuxième, j'avais besoin qu'il me voie accoucher pour qu'il voie toute la souffrance que c'est en fait d'être avec lui et de lui faire des enfants. Mais c'est à ce moment-là aussi que je vois qu'il est inhumain. Il me voit, mais il n'a pas de pitié de moi. Il n'a pas pitié de moi. Il pleure pas ou il n'est pas stressé. C'est dépourvu d'émotion. Et encore une fois, je n'avais pas compris encore c'était quoi un pervers narcissique. Je savais qu'il était, mais je ne suis pas consciente de la gravité des comportements qu'il a. Et en réalité, il ne ressent rien. Il ne ressent rien. Donc, il est juste là, genre, oh, j'ai un enfant, mais en réalité, là, c'est vide. C'est vide. C'est terrible comme maladie. Et donc, bref, quand j'ai mon deuxième enfant, c'est là que je me rends compte que je suis dans une mouise. Moi, je vis de 1 100 € par mois. Lui, il touche 1 200 comme ça. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est lourd financièrement d'avoir un deuxième enfant. C'était notre charge, mais supplémentaire sur moi. Et là, vraiment, je sens que c'est dur pour moi. Mais alhamdoulilah, tu vois, je reste dans mon foyer. J'aime toujours mon mari. Enfin, je me crois l'aimer. Et à ce moment-là, il perd son oncle. Et il décide de partir au bled. Donc, on décide de prendre nos peu d'économies. Parce qu'on avait prévu d'acheter un terrain au bled ensemble. Enfin, on commence à faire des projets de famille. Et donc, on décide de prendre cet argent-là. On décide de le laisser partir au bled pour faire l'enterrement de son oncle. Tu sais, chez nous, quand tu décèdes dans la communauté musulmane, on t'enterre le lendemain. Donc, tout le monde lui disait, ne va pas au bled parce que ta femme, elle vient de refaire un retour de couche. Elle est enceinte. Ne va pas au bled. Reste ici, en fait. Reste ici. Et lui, il dit, non, 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 il faut que j'y aille parce que c'est lui qui m'a éduqué. Je suis obligé d'y aller. Donc, moi, par amour, j'accepte. Et je me rends compte que à ce moment-là, il y a ces deux. Non, il y en a un. Il y a un neveu qui est arrivé du bled. Encore un autre qui est arrivé du bled. Donc, qui lui aussi, qui n'a pas de papier, tout ça et tout. Mais très adorable, très gentil. Donc, en fait, là, en gros, on a 3 enfants à notre charge. On a ma fille, son neveu du bled et le bébé qui vient de naître. Et il y a un quatrième qui est dans mon ventre. Mais à ce moment-là, je suis enceinte, mais j'ai fait un déni. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait un déni. Je ne voulais pas accepter d'être enceinte. Donc en fait, je n'ai aucun symptôme. Parce que mon problème, c'est pas elle qui est dans mon ventre. C'est la situation actuelle. Donc quand il part au bled, à ce moment-là, j'ai des problèmes dans mon lieu de travail. On me dit qu'en fait, on veut plus de moi. Donc là, je me rends compte qu'il y a une perte de salaire. Et en plus, j'ai créé une dépendance envers mon travail. Parce que c'est le seul endroit où je me sens épanouie. En dehors de C'était le seul endroit. Tu vois. Et là, je commence à vraiment créer des angoisses, du stress. Et je l'appelle et il me dit, je suis en vacances. Je dis, mais t'es parti pour un deuil. Quelles vacances? Il me dit, je t'ai dit, quand je suis en vacances, tu me déranges pas. Et il me raccroche au nez. Et là, je fais, non, ce mec, c'est un monstre. Quand je te dis c'est un monstre. Et là, c'est un vrai déclic. Excuse-moi, j'ai oublié le côté de l'aéroport. Un red flag, quand il se rendait à l'aéroport, il a un comportement déplacé qui me crée un déclic, tu vois. Mais c'est pas moi qui a eu le déclic, c'est ma fille qui me montre ce déclic. Il se rend à l'aéroport. Elle avait 8 ans. On est à l'aéroport et en fait, il y a une dame qui a une surcharge de bagages qui dit qu'en fait, elle n'a pas de place. Et lui propose, vu qu'il a de la place dans ses bagages, il lui propose de mettre ses bagages. Et cette fille-là, dans tous ses bagages, elle décide de lui mettre que sa lingerie. Donc ses culottes, ses strings et ses soutiens-gorge. Et il les met dans sa valise. Et là, sa fille, elle a une réaction. Elle me dit, mais c'est pas normal. Pourquoi papa il fait ça? Comment il peut prendre des affaires comme ça d'une femme? Et tatati tatata. Et elle fait une vraie crise, mais jusqu'à le parking. C'est-à-dire qu'on a eu le temps de dire au revoir. La petite, elle est énervée, elle se met dans tous ses états. Et elle a 8 ans. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Parce qu'en fait, moi, je suis dans une bulle. Je suis dans une bulle. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne contrôle rien. Je suis au bout de ma vie. Le gars, il part au bled. Je suis enceinte. Je suis avec un bébé de 6 mois. Et je suis avec une petite de 8 mois. Et un autre qui vient d'arriver du bled qui n'a même pas, qui n'a rien. Et dans ça encore,
je suis en train de me... J'ai des petits problèmes au travail, donc je suis même pas consciente de ce qu'elle me parle. Et je lui dis, mais de quoi tu parles? Elle me dit, ouais, mais maman, j'ai remarqué, il y a plein de choses que toi tu fais pas et que papa il fait. Et à ce moment, elle est petite, elle a 8 ans, elle sait même pas ce qu'elle est en train de me dire. Mais en fait, elle crée des déclics dans ma tête. Elle me dit, papa, il fouille tout le temps ton téléphone. Toi, tu fouilles jamais son téléphone. Papa, des fois, dans son téléphone, il est avec des femmes. Toi, c'est même pas toi la personne. Et là, je dis, mais comment ça, t'as vu ça où? Elle me dit, ben, j'ai vu ça dans le téléphone, papa, quand la dernière fois, je regardais nos photos. Et elle était déjà partie au bled avec son père une année avant. Et je crois qu'à ce moment-là, elle a vu des choses. Elle a vu son père, on avait flirté avec des go, des trucs comme ça. Et elle me l'avait déjà aussi confié une fois. Elle m'a dit, maman, si papa il te trompe, tu feras quoi? Mais tu sais, sur le moment, j'ai même pas capté. Tu vois? Donc en fait, j'ai eu plein de red flags comme ça qui s'accumulaient dans le temps. Et quand j'ai eu les enfants, c'est là que les déclics ont commencé à vraiment venir en moi. La deuxième, quand elle est venue, c'est là mes vrais déclics ont commencé à venir. Tu vois? Et quand il part au bled, il me sort son excuse de je suis en vacances. Là, je pète un câble en fait. Tu vois, je pète un câble. Et quand il rentre, comme d'habitude, quand tu reviens du bled, blasé, fâché, il n'a pas envie de vivre ici. Mais là, par contre, il me sort un discours de en fait, je suis une femme qui me porte la poisse, tu me sers à rien. Depuis que je suis avec toi, j'ai jamais rien fait, tu me sers à rien. Tu vois, en gros, en mode, j'ai envie de divorcer. Je lui dis, t'as envie de quoi? Il me dit, j'ai envie de divorcer. Je lui dis, toi, t'as envie de divorcer, toi? Je suis enceinte de ton troisième enfant, toi, tu veux divorcer? Tu veux me divorcer? Et il me dit, oui, je veux divorcer. Donc là, moi, je suis le choc. Je comprends pas. J'appelle ma mère, tout ça et tout. Ma mère se met à pleurer au téléphone. Mais je t'ai dit que ton mari, quand il était au bled, parce que ma mère aussi était partie au bled, elle a même perdu, se sont croisés, elle a dit, je t'ai dit que ton mari, quand il était au bled, il était bizarre, tout ça et tout. Je dis, non, mais attends, mais là, il dit qu'il veut me divorcer, en fait. Donc là, je pars à Marseille, je parle avec mon père. Quand mon père, il entend mes problèmes de travail, que je me fais licencier, et en même temps que lui, il me dit qu'il veut me divorcer, et que je suis enceinte de la troisième, là, mon père, il me regarde, mais Fanel, je ne pourrai jamais oublier ce regard. Et là, il me dit, maman, ça va aller. T'es au placard, là. Je dis quoi? Il me dit, ça y est, t'es au placard, là. Tu vas supporter. Même s'il te tue, tu vas mourir dans ce mariage. Mais tu sais, il me sort une phrase comme ça. Je dis quoi? Il me dit oui. Mais tu sais, je le vois que lui-même dans ses yeux. T'avais prévenu? Ouais. Genre, Et c'était la première fois que je parle. Tu vois. En plus de 10 ans de mariage. Première fois que je lui dis à lui, pas à ma mère. Et là, dès que je retourne en Normandie, je ne sais peut-être pas ce qu'il me dit. Et là, il y a ma soeur qui me dit, Fatou, je sais pas, t'es enceinte de combien? Je dis, ouais, je crois que je suis enceinte d'un mois. Je savais même pas. J'étais enceinte depuis 6 mois. Je savais même pas. Pour te dire que j'étais dans ma bulle. Hein. Et elle me dit, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Il est sorti que quand j'ai fait l'échographie. Et l'échographie, quand je l'ai fait, j'étais enceinte de 6 mois. Et elle me dit, Fatou, postule. Va faire des demandes, tu postules, tu vas trouver un taf. Et je lui dis, mais qui va me prendre avec une grossesse? Je sais même pas, je suis enceinte de combien? Elle me dit, Dieu est grand, va postuler. Et là, je postule. Et premier coup, la dame, elle me prend. Elle me dit, ouais, vous avez les compétences, elle me prend. Ce travail, il me paye 2 fois plus. Quand je te dis, ce travail, je gagne 800 € de plus que mon travail qui m'ont licencié. J'ai des avantages qui sont même pas comparables. J'ai des privilèges qui sont pas... En fait, c'est comme une grâce qu'Allah il est venu me donner. En gros, certes, tu es dans une situation de merde, mais regarde le travail que je te donne. Et en plus, dans ça, il y a l'embauche. C'est pas des contrats, c'est un CDI direct. Et là, donc, ils me prennent au bout d'une semaine. La dame, le jour même, elle m'a dit, c'est bon, je vous prends. Donc, je me tais, je lui dis rien. Et là, je lui explique à mon père. Je lui dis, papa, je fais comment? Lui, il veut toujours divorcer, tout ça et tout. Et je fais comment? Mon père, il me dit, maman, tu veux que je te dise la vérité? Les femmes comme toi, on les appelle les femmes moutons. Je dis, t'es un mouton, toi. Il me dit, t'as tout pour être heureuse, mais tu t'es mis avec le pire des ordures. Il a dit, même moi, là, que vous dites que je suis un mauvais mari envers vos mères, je n'ai jamais traité vos mères comme ça. Je n'ai jamais été avec vos mamans comme ça. Ma première femme, elle n'a jamais travaillé. J'ai toujours tout payé. Même si, ok, mais j'ai toujours tout payé. Ta mère, je ne l'ai jamais empêchée de faire ce qu'elle voulait faire. Même si je n'étais pas pour qu'elle aille faire sa carrière, tout ça et tout, elle vous prend, elle vous jette, elle va faire ses trucs. Mais je ne l'ai jamais empêchée. Mais toi, tu n'es pas au niveau où tu devrais être. Tu es avec un homme, aujourd'hui tu es enceinte de 3 enfants. Tu n'as rien et tu n'as rien fait avec lui. Et en plus de ça, c'est lui qui veut te divorcer. Parce qu'il voulait me divorcer, il voulait marier une deuxième femme. C'est ça l'excuse. Il dit, en plus c'est lui qui veut marier une deuxième femme. T'es au placard aujourd'hui, toi. Mais tu sais, il me parle avec du mépris, le gars. C'est mon daron, hein. Mais il me parle avec un mépris. Hein. C'est comme s'il a sorti la lionne en moi, en fait. C'est-à-dire que, en me disant ça,
Ça m'a fait mal, hein, j'en ai pleuré. Mais il a ressorti la tigresse. En fait, il a tapé mon ego. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, moi, j'avais pas d'ego. Hein. J'avais pas de dignité. Hein. Mais là, il a sorti, il a créé quelque chose en moi. Et en fait, je lui dis, ouais. Je lui dis, je comprends aujourd'hui. Il m'a dit, ça va aller. T'es une Sibi. Tu vas t'en sortir. Je lui dis, Inch'Allah et tout. Je coupe, mais je pleure, Fadel. Mais je pleure parce que, en fait, c'est comme, ça y est, je suis sorti de ma bulle. Maintenant, je voyais vraiment les choses telles qu'elles sont. Et là, je me rends compte que je suis foutu. Donc, je pars travailler. Je fais comme si de rien n'était. J'ai pas de ventre. Là, je suis comme là, même moins que ça. J'ai pas de ventre. Je continue à gérer mes enfants. Comme j'ai pas les moyens, parce que monsieur, quand il était parti au bled, donc ça m'a fait faire des retards de. Vu que j'avais plus de travail, donc j'ai eu des retards de loyer, de retards d'impôts, parce qu'à l'époque, on avait les taxes d'habitation, tout ça, donc des grosses taxes d'habitation. Donc j'ai accumulé toutes ces choses. Vu qu'il payait rien, et qu'il voulait divorcer, et qu'il voulait ne plus payer. Donc pendant à peu près 3-4 mois, il ne voulait plus rien payer dans la maison. Donc, accumulation de dettes comme ça. Donc en fait, je ne ramène plus mes enfants à la cantine. Donc je fais les allers-retours entre le travail et la cantine. Je récupère mes filles. Je récupère ma fille qui est à la cantine, l'autre elle est à la crèche. Et je pars travailler. Je fais des allers-retours comme ça. Je prends la voiture, je roule comme une folle. Mais je te dis, un danger pendant cette grossesse. Je n'ai jamais été comme ça. Et un mois après avoir été là-bas, c'est là que je dis, Fatou, il faut que tu prennes le temps quand même d'aller savoir, t'es enceinte de combien de temps. Et quand je vais au gynéco, le gynéco, il me regarde, il me dit, mais ça va pas. Vous êtes enceinte de, je ne sais même plus de combien de semaines, mais en gros, je suis à 6 mois. Il me dit, vous allez rentrer dans votre 7e mois. Je dis, pardon. Je suis enceinte de combien? Il me dit, vous êtes enceinte de 6 mois, vous allez rentrer dans votre 7e mois. Et là, je dis, mais ça veut dire que je vais rentrer en congé maternité, là. Je viens d'arriver. Il me dit, bah oui, vous êtes en congé maternité dans un mois. Et là, je sais pas dans quel état je vais me mettre. Je me dis, là, je vais dire quoi à mon patron? Je viens d'arriver. Moi, je comprends pas comment le ventre. Le ventre n'est pas sorti. Le ventre n'est pas sorti. C'est un truc de malade, mais le ventre n'est pas sorti. Ok, même pas rien. Rien. Même des vomissements. J'ai eu un vomissement de toute ma grossesse. C'est quand j'ai su vraiment, c'est là que les vomissements ont commencé, des trucs comme ça. Mais rien. En fait, c'est le déni. T'es tellement dans. Tout est psychologique. Et donc, c'est comme ça que là, je me rends compte que. Là, je dois annoncer ça à mon patron. Et en même temps, ben, même lui, il ne sait même pas de combien de temps je suis enceinte. Il ne sait même pas ma vie. On est comme des colocataires à ce moment-là. On dort plus ensemble. Il fait sa vie. Il parle avec ses go au téléphone. Tu vois, là, il ne se gêne plus. Là, il est libre, en fait. Vas-y, elle, je m'en fous d'elle, en fait. Dès qu'il revient du bled, c'est un autre homme, tu vois. Là, déjà, il était quelqu'un. Mais là, c'est un autre niveau, tu vois. Là, il est là, il fait sa vie, il parle avec ses go, il m'insulte, En plus, il parle en français, hein. Là, il parle en langue. Là, il parle en français pour que j'entende bien. En gros, ça y est, elle, c'est fini, elle bouge plus. Alors, enceinte, elle est où, elle? C'est une vieille go. Dans sa tête, c'est ça, tu vois. Mais en fait, il sait pas qu'il est en train de créer la lionne. La lionne qui te parle, là. Il est en train de la créer, en fait. Et dans ça, je suis là, je patiente. Pendant cette grossesse-là, une période, quand même, il m'a battu, quand même, pendant cette grossesse. Ouais, il m'a battu. Il m'a étranglé, il m'a tiré les cheveux, bref. Et en fait, je suis consciente. Je sais que là, je suis avec un monstre et je sais que je dois partir. Je ne sais pas quand, parce que je sais que je suis enceinte, mais je sais que je dois partir. Et genre, un mois avant mon accouchement, c'est là que monsieur il commence à redevenir gentil. Parce qu'en fait, là, il veut héberger une personne chez moi. Encore. C'est-à-dire que j'héberge un de ses neveux, un autre qui est venu, mais qui est reparti. Et là, il veut venir héberger une personne comme ça parce qu'elle s'est fait refouler de où il vivait. Et cette personne-là, j'entends que cette personne-là, donc, quand au début, pour moi, le monsieur est venu juste venir me dire bonjour. Et là, en fait, à ce moment-là, c'est un vrai danger que j'ai ramené chez moi. C'est une vraie confidence. Et j'ai plus peur, en fait, j'ai plus de compte à rendre avec lui. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de problème à dire ça face caméra. Parce que je m'en fous de ces gens-là et je n'ai pas peur d'eux. Et en fait, cet homme-là, le mec qui vient chez moi, c'est un cousin de leur... Je peux pas te dire d'où il vient. Mais en fait, c'est un mec qui a eu des accusations de viol. Donc moi, j'ai que des filles chez moi. Il me ramène un mec que je ne sais pas d'où il sort. Moi, je le connaissais vraiment, comme a dit son cousin, mais je ne sais pas vraiment qui il est. Et en fait, il est à la maison. Mais le gars fait sa vie. Et d'un coup, j'entends qu'il veut l'héberger. Et là, je lui parle. Je lui dis, mais on ne peut pas héberger. On peut pas héberger. Je ne suis pas au courant qu'à la base, ce mec, il a des réputations de violeur. Je sais juste qu'il veut l'héberger. Je dis, mais on ne peut pas héberger. On va avoir un 3e enfant. Tu me parles de quoi? Je dis, c'est pas possible. On ne peut pas héberger. Il me dit, moi, je m'en fous. Moi, sa grand-mère avec ma grand-mère. Je dis, on n'est rien à foutre de vos liens, en fait. Moi, je vais héberger personne, en fait. Là, c'est bon. Et là, à ce moment-là, ma mère m'appelle. Elle me dit, maman, encore une fois, c'est une communauté qui sont beaucoup dans
restreindre l'information. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on dise que c'est moi qui a gâté un foyer. Je ne veux pas qu'on dise que c'est moi qui est source de problèmes dans ce foyer. Donc, je dis les choses de façon contrôlée. Mais en fait, c'est plus du danger qu'autre chose qui te font cette communauté. Donc là, ma mère, elle ne me dit pas que cet homme, il a accusé de viol dans un certain endroit. Elle me dit juste que c'est dangereux ce que je fais. Maman, je trouve que tu héberges trop d'hommes. Faut que tu arrêtes d'héberger les hommes. C'est dangereux. Je dis, mais de quoi tu parles? C'est même pas moi qui les héberge, c'est lui. Elle me dit, oh, mais c'est ta maison. Je dis, mais je contrôle rien dans cette maison. Je n'ai jamais rien contrôlé. Il a toujours tout fait. Et quand je me plains, ben à la fin, vous me dites, c'est pas grave, mouille. Mouille, ça veut dire supporte en ma langue. Je suis fatiguée. Je ne fais que parler, je ne fais que crier avec ce monsieur. Je suis fatiguée. Vous voulez que je fasse quoi? Là où je suis à 2 doigts d'accoucher bientôt. Vous voulez que je fasse quoi? Donc à ce moment-là, j'ai déjà annoncé à mon employeur que je suis enceinte de 7 mois. Et je suis déjà... hein? Comment est-ce qu'il a pris l'employeur? Franchement, j'ai eu de la chance. Je ne peux pas te mentir. Ils m'ont attendu. J'étais absente 5 mois. Ils m'ont attendu, je suis revenu. J'ai charbonné après dès que je suis revenu. Mais j'ai gardé mon emploi. J'ai été même payé tous les mois. J'ai eu mon salaire tous les mois. Même pas 1 euro qui est parti. Je te dis, la bénédiction, la grâce de Dieu. Elle a trop bien. C'était une femme. C'était une femme. Peut-être que c'est ma chance. Elle l'a tellement bien pris. Mais elle a su gérer parce qu'elle a trouvé des personnes qui m'ont remplacé pendant cette période. Ça m'a pas créé de problème, pour de vrai. Ça m'a pas créé de problème. Au contraire même. Donc, alhamdoulilah, donc quand j'ai été en congé mater, c'est là qu'il m'a amené ce violeur-là. Et là, il vient, il me sort ces histoires-là. Là. Je dis, mais je peux pas. Et là, ma belle-sœur, qui ne parle jamais, là, elle me dit, ma fille, je veux pas parler parce que c'est peut-être des fausses accusations, mais ta mère, ce qu'elle dit, elle te ment pas. Je dis, mais de quoi, en fait? Elle me dit, mais en fait, ce monsieur, on a entendu que, ben, en fait, il a eu à faire ça chez la famille de telle famille-là. Et là, je comprends qu'en gros, elle me dit qu'il y a un violeur dans ma maison. Elle me dit, mais c'est peut-être pas vrai, hein, tu connais les enfants de France. Je dis, non, mais ça veut dire quoi les enfants de France? Parce que apparemment, les enfants de France, on est des menteurs. Alors qu'en réalité, non, on est très honnêtes. Et donc là, elle me dit, non, mais tu connais les enfants de France. Je dis, non, tant les enfants de France, c'est pas des menteurs. Non, non, non. C'est vous plutôt les enfants d'Afrique. Vous savez cacher les secrets. Vous savez dissimuler pour ne pas éviter le problème. Nous, ici, on a la mentalité des toubabs. Donc on dit ce qu'on pense. Je dis, là, tu es en train de me dire qu'il y a un violeur chez moi. Elle me dit, non, je t'ai pas dit ça. Je te dis juste que c'est la réputation qu'on dit sur lui. Et là, je commence à prendre peur, tu vois. Et dans la même journée, hein, c'est comme si ma fille, elle avait entendu ça. Elle me dit, maman, ben en fait, tonton, là, la dernière fois, là, quand on t'a accompagné à la crèche, ben, ce jour-là, en fait, tonton, il a eu un geste déplacé. Elle avait 9 ans. Elle m'a dit, tonton, il a eu un geste déplacé envers moi. Je dis, il a fait quoi? Et elle me dit, en fait, il a mis... donc, pour ne pas rentrer trop dans les détails, en gros, il n'a pas touché, il n'a jamais fait d'attouchement sexuel envers elle. Mais en gros, il a eu un geste déplacé. C'est-à-dire, il s'est touché devant elle. Fanel, je te jure, je ne pleure plus parce que je me suis pardonné. Mais j'ai cru que j'allais me suicider ce jour-là. J'ai cru que j'allais me suicider. En fait, quand la petite m'a dit ça, et elle m'a dit, ça fait 1 semaine qu'il m'a fait ça, je lui ai dit que j'ai crié après quand il m'a dit, viens sentir. Je lui ai dit, c'est ta tonton, c'est sale. Et il m'a dit, mais non, c'est rien. Et après, il a mis ses doigts dans mon nez. Et après, il a rigolé. Quand elle m'a dit ça, sur le Coran Fanel, c'est ma fille que j'ai affiché en public. Hein. Je ne pourrai plus jamais héberger quelqu'un de ma vie. Je ne pourrai plus. C'est-à-dire que, en fait, ça, j'ai cru que j'allais mourir. J'étais enceinte de 7 mois, 8 mois. Non, 9 mois même. J'étais arrivée déjà à mes 9 mois. Je venais juste de rentrer. C'est-à-dire que quand la petite m'a dit ça, j'ai cru que j'allais mourir. Je l'ai regardée, elle m'a dit, je te jure, maman, je ne mens pas. Et je sais que ma fille ne ment pas. Parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes dans sa vie. Et il y a eu beaucoup d'hommes qui sont passés dans la maison. Il n'y en a aucun à qui elle m'a dit ce genre de paroles. Dès qu'elle m'a dit ça, en fait, j'ai eu peur. Je ne savais pas quoi faire. Donc le lendemain, le gars, il partait à Paris, il devait revenir avec ses bagages. C'est là que j'ai appelé mon ex-mari. Je lui ai dit, alors je t'explique un truc, toi. J'ai dit, je ne vais pas porter plainte contre toi parce que tu restes le père de mes enfants. J'ai dit, mais je vais t'expliquer un truc. Ton cousin, il rentre pas chez moi. Je vais être gentil, mais s'il ose remettre ses pieds chez moi, ça va être la police des frontières qui va venir le chercher. J'ai dit, je vais être gentil. Parce que comme tu l'as dit, c'est la famille. Mais je ne veux plus jamais le voir dans ma vie. Je ne veux plus jamais le voir dans ma vie. Et toi, je ne veux plus jamais te voir dans ma vie aussi. Si tu oses rentrer chez moi, sur le Coran, c'est la police qui va venir te chercher, toi. Tu vois, c'est là que je suis détruite, en fait, Fanel. Je suis détruite. En réalité, cette histoire me détruit.
En fait, tout ce que je fais, les coachings, les conférences, le livre, en fait, tout ça, c'est pour me pardonner moi-même de, de mon manque de vigilance, de ce comportement toxique que j'avais. J'avais tellement de red flags, mais j'ai jamais compris qu'en gros, c'était moi qui pouvais sauver ma famille. Lui, il est incapable de sauver sa famille, tu vois. Mais Dieu merci, ça l'a même pas choqué, ça l'a même pas traumatisé, tu vois. Mais ça aurait pu aller tellement beaucoup plus loin, en fait. Parce qu'en même pas un mois, il avait fait des gestes comme ça. Donc ça veut dire que c'était vrai, en fait, la réputation qu'il avait, tu vois. Et ça m'a déclenché mes contractions, en fait. Ça a déclenché mes contractions. Donc en fait, je commençais à avoir mal. Toutes les 5 heures, toutes les 6 heures. Et à un moment, j'arrivais vers la fin de cette... vers la fin, juste avant d'accoucher. Parce que tellement je m'en voulais, j'ai déclenché les contractions, en fait. Et là, ma belle-sœur m'a dit, Fatou, quand même, c'est dangereux. T'es une femme enceinte avec des enfants. L'autre, là, lui, là, il peut pas t'aider, il a pas de papier, il peut pas t'amener à l'hôpital, c'est trop dangereux. Donc, il faut que ton mari rentre, tu vois. Et là, je lui dis, je le déteste. Je le déteste, ce monsieur. Il est imprudent, en fait. Il me ramène tout et n'importe quoi dans ma maison, en fait. Entre les hommes qui viennent m'attoucher, me faire des attouchements, et maintenant un mec qui veut faire des actes déplacés sur ma fille, alors qu'il a une réputation de violeur. Mais on va aller où, là? On va aller où? Et là, c'est comme ça qu'elle me dit, non, mais je sais, je comprends, mais n'oublie pas, tu restes enceinte et tout, nanana. Et là, je dis, ok. Donc, il rentre à la maison, on ne se calcule pas, tout ça et tout. Mais en fait, le jour même, je suis en plein dans le travaillement, en fait. Et c'est là que mon travail commence. Je commence à avoir des contractions toutes les 1 minute. Et là, je lui dis, mais en fait, je vais accoucher. Et il me dit, non, 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 toi, tu fais beaucoup de caprices. Et en fait, là, à ce moment-là, euh, il me voit, hein, je me mets à quatre pattes, là, comme ça. Je lui dis, je vais accoucher. Il me dit, non, non, tu fais des caprices. De toute façon, je pars au travail. Si vraiment tu accouches, tu m'appelles. Moi aussi, je suis tellement dans la douleur, dans la fatigue. Je lui dis, ok. Et donc, quand il part, j'attends 8 heures du matin, hein. Donc, j'ai des contractions toutes les 1 minute. J'ai fait un live il y a quelques jours où je raconte spécialement cette partie-là pour les personnes qui veulent regarder. Je te laisse vraiment suivre les étapes parce que c'est un autre débat. Et en fait, je prends des risques de fou, hein. Je prends ma voiture, je pars enceinte, je cache chez ma belle-sœur pendant que j'ai des contractions. Je pars là-bas, je me rends là-bas, je suis en pleine dans la souffrance, hein. Donc ça, j'explique vraiment dans le live, détail par détail, parce que c'est trop long. Et je suis en train d'accoucher. Quand j'arrive à l'hôpital, je suis déjà à 8. Je ne peux pas avoir de péridurale, parce que je vais dépasser le stade de pouvoir mettre le produit dans le corps pour éviter la douleur. Donc j'accouche à voix basse et j'accouche une petite fille. Et à ce moment-là, en fait, je fais une hémorragie interne, en fait. Donc, je perds beaucoup trop de sang. Parce que j'ai beaucoup souffert pendant cette grossesse. Déjà, j'ai fait 2 grossesses collées. Donc, mon utérus, il a beaucoup travaillé. Et en plus, je suis en souffrance du début à la fin de cette grossesse. Donc, en fait, c'est même pas choquant ce qui m'arrive. À ce moment-là, en fait, je suis en train de partir. Je fais une hémorragie interne. Donc là, c'est les chirurgiens qui viennent. Ils font sortir ma belle-sœur. Parce qu'il n'est pas venu à l'accouchement, hein, comme d'habitude. Il ne vient pas à l'accouchement, vu qu'il est parti sur Paris. Donc... c'est à un moment-là, le chirurgien, il vient, il m'opère, et il me fait une anesthésie générale pour m'empêcher de partir, parce qu'en fait, j'étais en train de partir. Et dès que je me réveille, je vois que le bébé, il est là, et je le vois en train de rigoler, sourire, comme ça, en train de prendre son bébé. Et à ce moment-là, je lui dis, mais t'étais où? Il me dit, ouais, mais je t'ai dit, j'étais avec au travail, c'était compliqué, je pouvais pas partir plus tôt. Je dis, mais t'étais où? J'étais en train d'accoucher, t'étais où? Je t'ai dit que j'accouchais. Et à ce moment-là, je le regarde, mais j'ai juste envie de me suicider. En fait, à ce moment-là, j'ai envie de me suicider. Que Dieu me pardonne. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quelle vie de merde que tu as, en fait? C'est quelle vie? C'est quelle vie? Et à ce moment-là, ma mère, elle entend hein, que j'ai failli passer, tout ça et tout. Ma mère, sur la précipitation, elle vient. Le lendemain, ma mère, elle me voit. Elle est chamboulée, en fait. Elle comprend pas la vie que j'ai. Tu vois? Et le lendemain, j'attends tu vois, je récupère un peu d'énergie et je lui dis, tu m'as ramené un fou chez moi jusqu'à que j'ai eu des contractions. Il me dit, ouais, mais c'était pas un fou, c'est des fausses réputations. J'ai dit, non. Il me dit, t'as créé cette histoire avec ta fille pour que je le sorte de la maison. J'ai dit, mais tu crois vraiment que je peux inciter une petite fille de 9 ans à faire passer un monsieur pour un fou? Et en fait, je le regarde, je vois qu'il est dans une matrix.
En fait, à ce moment-là, je suis consciente maintenant. Je suis plus endormie comme avant, à chercher à comprendre, à accepter tout. Là, je comprends que je suis dans une matrix, en fait. Je me dis, mais c'est un monstre. Lui-même, c'est un monstre. Parce que comment quelqu'un qui a la raison peut laisser, même une personne qui a des soupçons, même si c'est faux, mais juste le soupçon que c'est un violeur, comment tu peux le laisser rentrer dans une famille, dans ta maison, où tu n'as que des femmes. Tu n'as même pas de garçons, toi, tu n'as que des femmes. C'est là que je me dis, mais je le regarde, mais en fait, à ce moment-là, je le regarde vraiment, en fait. Et quand je pars, il y a le baptême de la petite qui passe, j'ai plus d'énergie, parce que je suis vidée à ce moment-là. J'ai plus d'énergie, j'ai juste envie de me suicider, que Dieu me pardonne. J'ai juste envie de partir. Et à ce moment-là, c'est là que ma grande sœur m'appelle, elle me dit, ça y est, t'as compris maintenant? Tu te réveilles quand? Et je lui dis, comment ça? Elle me dit, tu te réveilles quand? Tu comptais laisser tes enfants avec ce fou-là? Tu comptais laisser 3 filles avec lui? Donc je parle pas. Je parle pas à ce moment-là. Je prends juste conscience des dégâts. Des dégâts que j'ai causés. Parce que moi, j'étais consciente qu'il n'était pas normal. Mais il y a une bulle que je me suis créée. Je ne sais pas où j'étais. Je ne sais pas où Fatmata elle était. Mais en tout cas, j'ai réussi à faire que celui-là, il a réussi à faire vraiment beaucoup de bordel. Je pars à Marseille. Je reviens. Et je suis pas prête pour divorcer, mais je ne sais pas quoi faire en fait. Et là, une dispute éclate. Et il me bat. Quelqu'un qui vient d'accoucher un 3e enfant qui a failli passer. Il vient, il me bat. Il me dit, tu sors pas. Ou tu pars à la petite pour partir à ton anniversaire. Ou tu restes. Et je lui dis, non, je vais sortir en fait. Et là, il me frappe. Et là, c'est là que j'ai mon déclic en fait. Je me dis, ça y est, Fatou. Tu peux le quitter lui. C'est bon. J'appelle mon père, je lui dis, papa, je vais divorcer. Il me dit, bravo, t'es une Sibi, toi. Je te jure, mon père qui me dit ça, et bravo, t'as enfin compris. T'es une Sibi. J'appelle ma mère. Elle me dit, maman, tu vas faire comment? J'ai dit, Dieu, il est grand. J'ai dit, je vais me rendre chez toi et je vais arrêter d'allaiter la petite. Parce que si j'allais, tu pourrais rien faire. Je dis, je vais arrêter d'allaiter la petite et je vais aller chercher ma maison. Je vais pour aller porter 3 mois. Et la deuxième, elle avait 18 mois. C'est très tôt. C'est très tôt pour arrêter d'allaiter. La situation. Et la première, elle avait 9 ans. Et c'est comme ça que je décide de le quitter. C'est pas définitivement, malheureusement. Dans mon histoire, j'aurais bien voulu que ce soit définitivement. Mais non. J'avais eu mon déclic. Mais malheureusement, c'est la peur de la solitude qui m'a chopé là-bas. Donc, je le quitte. Donc, la dernière à 3 mois. Hein, donc, je le quitte. Et je fais novembre, décembre, janvier, février. Et c'est en mars que je le reprends. Donc, 5 mois après. Et là, en fait, je me rends compte que je peux en fait faire les choses seule, mais en fait, c'est moi qui avais peur. Donc, je fais 1 an avec lui. Je vois que c'est... En fait, je me rends compte qu'il ne me sert à rien. Donc tu as fait 5 mois, après tu as encore... Je l'ai repris. 1 an? Je l'ai repris pendant 1 an, ouais. Et pendant les 1 an, je me rends compte... Parce que, en fait, quand je l'ai quitté la première fois, je n'arrive pas... Enfin, j'arrive, mais je n'ai pas confiance en moi. C'est pas la même chose. Donc, en fait, pendant les 5 mois, c'est la peur de la solitude. Parce qu'à ce moment-là, j'ai un boycottage de la famille. Il n'y a plus personne qui m'appelle. Je vois personne. Je n'entends personne. Ma mère et mon père, ils sont d'accord. Mais j'ai les tantes, les oncles qui ne sont pas d'accord. Et je ne vois personne. Ça veut dire qu'avant, j'ai toujours vécu avec lui. Là, je vis sans lui. Je ne sais pas ce que c'est vivre seul, en fait. Et là, en fait, je ne sais pas. Je ne suis pas liée avec moi. Je ne sais pas. Et je manque de confiance en moi. Donc, je suis avec 3 enfants. Un bébé de 3 mois, un bébé de 18 mois. Ça veut dire que je suis tout le temps fatiguée. Je manque de sommeil. J'ai pas de répit. Il n'y a personne qui vient m'aider pour prendre le bébé. Il n'y a pas de répit, tu vois. Et c'est la fatigue, en fait, qui parle. À ce moment-là, c'est la fatigue. Donc, je pense que je peux rester, mais je ne supporte pas la solitude parce que je suis fatiguée. Et en plus de ça, quand je l'ai quitté, je lui ai tout laissé dans l'appartement. Donc, ça veut dire que l'appartement que j'ai pris, j'ai repris que des trucs d'occasion. Donc, en fait, je n'ai pas aménagé la maison comme je voulais. Donc, je ne me sens pas aussi bien chez moi encore. Mais tout ça, c'est des excuses parce que je ne supporte pas d'être seule. Je ne supporte pas la solitude. Je ne sais pas gérer mes émotions. Tu vois, tout ça, c'est ça, en fait. C'est un manque de confiance en soi. Et un manque d'habitude de vivre seul. Je ne sais pas ce que c'est vivre seul, je n'ai jamais vécu seul. Donc, c'est ça qui fait que, en fait, là, à ce moment-là, j'écoute une personne qui me dit « Mais tu sais, elle a changé. » Je dis « Mais il ne va jamais changer, lui. » Elle me dit « Si, il a compris maintenant. » Et donc,
c'est ma peur qui prend le dessus à ce moment-là. C'est mon manque, mon vide affectif qui parle à ce moment-là. C'est même pas l'argent, il n'y a rien. C'est juste ça qui parle. Et là, je le reprends parce que, bien sûr, il a appelé le monde entier. Hein. Le monde entier, je reçois des appels, voilà. Mais j'ai personne, je suis seul dans la maison, tu vois. Et c'est comme ça que je le reprends. Et cette année-là, une année tranquille, gentille, posée. Mais en fait, je sens que c'est un poids. C'est un poids. Je ne peux rien faire avec ce monsieur. Moi, j'ai grandi, en fait, à travers cette solitude. Même si ça a été dur, j'ai grandi. J'ai compris que je pouvais me gérer toute seule. J'ai compris que je n'avais pas besoin de lui. J'ai compris que je pouvais créer une harmonie. Parce que j'avais déménagé, on n'était plus au quartier, on habitait maintenant en centre-ville. Donc je comprends qu'en fait, c'est lui mon problème. Enfin, parce qu'avant, je pensais que ça venait beaucoup de moi. Là, je comprends que c'est lui, la base. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, je l'ai repris, je vais assumer. Mais assumer, c'est chaud avec lui. Parce que lui c'est chaud. Son cas est lourd. Et c'est comme ça que monsieur, derrière mon dos, il décide de repartir au bled. Je lui dis, tu veux repartir au bled? Mais en fait, à ce moment-là, c'est comme quelqu'un qui veut chercher à gagner du temps. J'ai besoin qu'il m'aide pour garder les enfants parce que je suis fatiguée. Je sais que sans lui, ça va être trop dur de gérer les enfants. C'est trop dur. J'arrive pas. Les enfants, ils sont petits. Gérer les enfants, la nourriture, le travail. En fait, c'est la fatigue. Donc, en fait, c'est une aide, en fait. Il est là pour m'aider, tu vois. C'est même plus du sexe, c'est même plus de l'amour. C'est de l'attachement, en fait. Là, c'est l'attachement qui parle parce que j'ai besoin de lui. Je suis seule. Et j'ai pas de soutien qui peut m'aider à gérer les 3 enfants. Surtout les 2 dernières. Parce qu'elles sont collées. Donc là, vraiment, le rythme, il est lourd à ce moment-là. Donc, il dit qu'il veut partir au bled. Donc, je le laisse repartir au bled. Et quand il part au bled, il revient avec son idée de je veux me marier avec une deuxième femme. Et c'est là, quand je le regarde, je lui dis t'es bête. Il me dit quoi? Je dis t'es bête, mon frère. Je lui dis tu veux te marier avec une deuxième femme? Il me dit oui. Je lui dis pourquoi? Il me dit parce qu'elle me plaît. Je lui dis elle te plaît? Je lui dis t'es amoureux d'elle? Il me dit je sais pas. Et je lui dis t'as fait quoi pour moi? Il me dit comment ça? Si t'es la femme que t'es aujourd'hui, c'est grâce à moi. Je dis ah oui, ça je confirme. La femme que je suis, c'est grâce à toi. Ça, je te confirme, mon frère. Je dis mais t'as fait quoi pour moi? Tu m'as acheté une maison, toi? Tu m'as acheté une voiture? Tu m'as acheté un foyer? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Même mon permis de conduire, tu ne me l'as pas payé. Et je vois en fait que c'est par vengeance qu'il a marié une femme. Il n'a pas marié une femme parce qu'il aimait. Il n'a pas marié une femme parce qu'il voulait faire une famille. Il a marié une femme pour se venger d'une autre femme. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il n'y avait rien à sauver. Il n'y a rien. Il n'y a rien à sauver depuis des années. Mais c'est moi qui forçais. Et c'est surtout mon manque de confiance en moi là. Mon manque de fuir toujours de ses responsabilités. J'ai compris que c'était moi en fait le moteur. Et c'est comme ça que je suis devenue Baï Sifatou. En fait, je me suis créé ce personnage qui va pouvoir supporter la douleur. Accepter une certaine souffrance, mais qui peut vraiment me permettre d'aller vers la meilleure version de moi-même en fait. Tu vois. Et ça m'a pris du temps pour réparer tout ce que j'avais causé. Parce qu'il y a eu beaucoup de traumatismes. Les enfants, la violence psychologique, la manipulation qu'il y avait envers les enfants, envers moi, tous mes troubles que j'avais, c'est tout ça que j'ai travaillé. Et quand j'ai compris que je pouvais m'en sortir, parce que ça a été un boycottage, hein, bien sûr, de la famille. Hein. Ils voulaient pas que quand je dis la famille, c'est pas ma mère et mon père, c'était les proches. Ils ne voulaient pas que je divorce parce qu'ils ne comprenaient même pas dans quoi j'étais. Et ils n'avaient pas compris qu'eux-mêmes, ils étaient dans une matrix, qu'en fait, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai pris du temps pour comprendre que j'étais dans une matrix. Mais en fait, je vais tout faire pour que vous aussi, vous compreniez que vous êtes dans une matrix qui est dangereuse pour toute une société. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai décidé d'être coach et aujourd'hui de faire ce métier-là. Parce que c'est une façon pour moi de me pardonner, de guérir de mes propres blessures que j'ai pu m'infliger à moi, que j'ai pu infliger à mes enfants, que même lui, son côté pervers, il a été amplifié. Pas à cause de ce que... Mais ça a joué en fait. Il était pervers, mais ça a amplifié son niveau de cruauté envers moi ou envers la femme, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats pour qu'en fait, les hommes comme les femmes, pas que les hommes, les hommes et les femmes puissent comprendre chacun d'entre eux qu'ils ont une valeur et qu'ils sont importants et qu'ils sont précieux et qu'ils sachent que l'importance de leurs décisions, l'importance de leurs choix, l'importance qu'ils ont quand ils se marient, la responsabilité, l'engagement, les enfants, la vision du mariage, la vision de la vie. En fait, ça, j'en ai fait une mission de vie parce que je sais le prix que je paye jusqu'à aujourd'hui pour avoir été mariée avec un homme instable.
Voilà, Fanel, bon, longue histoire avec plein de leçons. Donc 14 années de mariage, 14 années de... Il n'y a pas eu que de la souffrance, mais il y a eu plus de souffrance que de bonheur. Mais il y a eu surtout... Est-ce que je regrette ce monsieur ou est-ce que je regrette ces 14 années? Est-ce que tu regrettes tout quoi, l'histoire? Est-ce que tu regrettes? Je la regrette pas parce que je sais que c'est un homme que j'ai aimé. Je la regrette pas parce que j'ai eu mes enfants. Et bizarrement, c'est à travers mes enfants que j'ai eu beaucoup de déclics, surtout la dernière. J'ai eu mes déclics avec la grande. J'ai appris trop de choses en fait. J'en ai appris énormément. Et c'est ce qui fait que je m'en sers pour conseiller et aider les femmes. Donc, si j'aurais pas eu ça, je serais pas en train de coacher. Je serais pas en train de sauver des femmes, tu vois. Je serais pas en train d'inciter des femmes à travailler et à avoir des rêves et des ambitions, tu vois. Donc, non, je regrette pas. Mais je m'en veux quand même d'avoir accepté autant de souffrance. Donc, je ne regrette pas ces 14 années de mariage, mais je sais que mes 14 prochaines années ne seront pas les mêmes. Voilà, c'est plus ça en fait. Ça, c'est une punchline. Parce que, vu que tu t'es marié quand même tôt, bon, c'est un peu un deuxième volet de la précédente question. Est-ce que bah, tu ne regrettes pas un peu ta jeunesse qui est partie dans... Oui, ça oui, ça oui. Et je l'ai beaucoup regretté. En fait, j'ai pas vu mes 20 ans. Parce que là, les 20 ans, ils sont passés comme ça. Et chaque année qui passait, 21, 22, 23, je me disais, putain, j'ai une année de plus. J'ai une année de plus. C'est comme si, en fait, ils me volaient mes années, en fait. Et quand j'ai divorcé, j'en avais 31. Et toutes mes amies étaient mariées. Et j'étais l'une des premières qui était mariée. Et moi, je divorçais, en fait. Et je ne connaissais pas le célibat. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme une gamine de 14 ans qui a quitté le célibat et qui redécouvre le célibat. Donc, ouais, je mens pas. J'ai regretté qu'il m'a volé ses 20 ans quand même. J'ai regretté. Ouais, parce que toute ta vingtaine, quoi, Ah, c'est fini. t'as pas connu en fait Non, non. que j'étais dans un autre monde, quoi. Et c'est même pas un mariage. Enfin, j'étais mariée, mais c'était pas l'idéal du mariage, quoi. T'étais dans Une bulle, autre sphère, quoi. une bulle toxique. Et c'est que les années sont passées vite quand même. Parce que tu les vois même pas passer. C'est ça le pire en fait. C'est que tu sens que les années passent, mais tu n'es pas consciente de ce que ça va t'affliger. Aujourd'hui, je suis dans le célibat. Quand j'écoute les gens qui me disent, mais t'es vieille, ça me choque. Moi, je me dis, mais j'ai quand même que 34 ans. Tu me dis que je suis vieille, mais en fait, c'est parce que aujourd'hui, on considère qu'une femme, à partir de 30 ans, enfin, la société, hein, te dit qu'en fait, à 30 ans, tu ne devrais pas être dans le célibat. Tu vois? C'est terrible. Alors que toi, aujourd'hui, ben, quand je regarde moi, mon passé, je me dis, mais j'ai pas demandé à avoir cette vie-là, tu vois. Elle est arrivée, mais j'ai pas demandé à avoir cette vie-là. Donc pourquoi me condamner et me dire que c'est trop tard pour moi pour trouver quelqu'un de bien, tu vois? Et de prendre le temps de trouver quelqu'un qui me convient. Donc c'est tout ça aussi. C'est tout ça aussi. Et j'ai une autre question là. Est-ce que finalement tu donnes raison à ton papa? Mais totalement. Totalement, mais en même temps, je lui dis que lui aussi, il a eu tort. En fait, dans cette histoire, si on écoute bien l'histoire, qui a raison et qui a tort? Tu dis à ta fille de ne pas se marier avec un certain type d'homme, mais quel type de vie tu offres à ta fille? Tu vois? Aujourd'hui, une fille, si elle se marie ou elle part, elle fuit, parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le mariage, mais les filles se prononcent autrement. Elles vont chercher des pigeons parfois, elles vont chercher des gars, elles vont s'installer, elles vont tout donner à un autre homme pour avoir un meilleur confort de vie. Quelles sont les opportunités qu'un père et une mère donnent à son enfant pour qu'elle puisse s'épanouir dans sa vie adulte? C'est ça la vraie question. En réalité, moi, j'ai été bouffé par deux personnes, c'est-à-dire j'ai été bouffé par moi-même, qui avait un gros manque de confiance en soi, qui ne connaissait pas la vie, qui me suis aventuré avec un total étranger. Bon, on va dire étranger à moitié parce qu'il était dans la famille quand même, tu vois. Mais quand même, je ne le connaissais pas. J'ai pas pris le temps de me connaître à moi et j'ai pas pris le temps de comprendre comment ça fonctionne les relations amoureuses. D'où maintenant l'importance de se préparer avant de se marier. D'où l'importance de savoir vivre seul, d'avoir son appartement seul, de connaître ses habitudes, de connaître son caractère, son comportement avant de se marier. Pour ne pas avoir certaines choses dans le mariage. Mais en même temps, un papa et une maman, quand vous vous mariez, c'est quoi la vision de la famille? Qu'est-ce que vous apportez à vos enfants? Pourquoi on ne choisit pas le nombre d'enfants qu'on fait? C'est des choses qu'on dit que c'est pour les occidentaux. Mais en réalité, cette question devrait se poser pour nous tous.
l'enfant devrait se définir en fonction des sources, tu vois, des outils qu'on peut avoir. L'argent, c'est déjà un gros moyen pour pouvoir s'occuper d'une famille. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la charge mentale de la personne, la femme et le mari. Et aujourd'hui, mes parents, je les aime. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Et ils n'ont pas, malheureusement, su gérer tous leurs enfants, dont moi. Parce qu'en fait, certes, j'étais quelqu'un qui ne faisait pas de bruit, qui était très discrète. Mais c'est comme ça, j'ai quitté très vite le foyer. Et je me suis engendrée dans d'autres problèmes. Donc, je ne suis pas en train de dire que la responsabilité de mon malheur, c'est la faute de mes parents. Mais ils ont quand même une part de responsabilité. Ils ont une part de responsabilité. Et ça, c'est ce que je souhaite dire aux parents. Que certes, même si vos enfants prennent des décisions, mais veillez quand même toujours sur eux. Cherchez à savoir s'ils sont toujours épanouis. Est-ce qu'ils ont pris la bonne décision? Est-ce qu'ils ont toujours des objectifs? Est-ce qu'ils ont des rêves? Tout l'investissement qu'ils ont pu faire dans leur enfance, est-ce qu'eux, ils sont là à veiller à savoir si ces enfants sont en train vraiment d'aller vers leur mission? Mais les parents d'aujourd'hui, moi j'ai un doute, hein, Fanel. Aujourd'hui, leur responsabilité à eux, c'est quoi? C'est de toujours aller envoyer au pays, s'occuper de ce qui se passe au pays, mais ils ne sont pas conscients de ce qui se passe ici avec leurs enfants. Ils sont avec leurs enfants, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, on se dit, ouais, une fille, enfin, je sais pas, mon père, il avait toujours l'habitude de dire que c'est les garçons qui sont là pour la maison. Une fille, elle part, une fille, c'est une étrangère. Mais aujourd'hui, je me dis qu'une fille, elle est autant capable qu'un homme. Aujourd'hui, une fille gagne parfois même peut-être plus d'argent qu'un homme, tu vois, selon les travaux qu'elle fait. Donc, la femme, elle a une place super importante dans la société. Mais il est important d'être derrière une fille, en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est ça, en fait. Et autre chose que je voulais te dire, en fait, dans cette histoire, j'ai été chamboulée par plusieurs facteurs. Parce que il y avait la partie maman et papa dans le sens où si tu quittes ton mari, qu'est-ce que ton père va dire? Donc, tu ne veux pas décevoir maman, mais en même temps, papa te dit, mais tu t'es marié avec la mauvaise personne. Donc, si tu montres à papa que tu t'es marié avec la mauvaise personne, ben, tu montres que maman, elle t'a soutenu dans le mal. Donc, tu ne veux pas faire du mal à maman, mais en même temps, papa veille à ton bien-être. Mais c'est terrible. J'étais dans un trio, mais terrible. Donc, en fait, je me suis trompée. Je me suis vraiment trompée dans le sens où je pensais que si je divorçais, j'allais perdre l'amour de ma mère. J'allais perdre le respect et l'amour de mon père. J'ai pris les choses à l'envers. Alors qu'en réalité, j'ai perdu mon propre amour à moi, ma propre dignité. J'ai même failli perdre ma vie. Donc déjà, prendre ses responsabilités, de se connaître, de prendre le temps du choix du partenaire. C'est hyper important. Et que les hommes sont bien, en fait. Parce qu'on pourrait croire dans cette histoire qu'on pourrait croire que les hommes sont mauvais. Mais non, on parle à une personne qui a une maladie psychiatrique. C'est un pervers narcissique. Donc je ne peux même pas lui en vouloir. Je ne lui en veux même pas. Je n'ai même pas de haine contre ce monsieur. Mais il est important du choix du mari. C'est très important. Ou du choix du partenaire. Très, très important. Mais pour connaître le bon qui nous correspond, il faut se connaître soi. Savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Pour pouvoir savoir dans quoi on rentre. Et lorsqu'on est dans le mariage, il est important de communiquer. Et lorsque ça commence à dégénérer, d'alerter très vite. Moi, j'ai alerté très tard. Très, très tard même. Trop tard. Et pas aux bonnes personnes. Parce que parfois, on pense qu'alerter sa mère, c'est la bonne personne. Parfois, on pense qu'alerter son père, c'est la bonne personne. Parfois, c'est pas la bonne personne. Moi, la bonne personne, dans mon cas, ça a été la police. Il n'y a que comme ça que ça a pu me débloquer et qu'ils ont pu m'accompagner à trouver mon appartement, à pouvoir être indépendante et gérer mes enfants. Et ça, c'est mon travail aussi qui m'a permis. Donc, la femme doit toujours savoir qu'elle doit avoir son salaire. Même si elle a un homme qui pourvoit et qui est bienveillant et qui est bien à tous les sens du terme, mais on ne sait jamais dans la vie. Il faut que la femme a toujours sa source de revenus, c'est hyper important. Qu'elle soit en bon terme avec son mari ou pas, elle doit toujours avoir sa source de revenus. C'est hyper important. Et surtout que lorsqu'il y a de la violence, surtout de la violence répétée, il faut quitter. Il ne faut même pas chercher à comprendre, il faut quitter. Ne cherchez pas l'excuse des enfants. Et quand je dis la violence, je parle même psychologique. Hein. Il faut quitter. Il faut quitter. C'est ça la morale, Fadel. C'est lourd, hein. Merci. C'est un truc de fou. Ouais. Il est très lourd. Mais il est beau. Je trouve que c'est une belle histoire.